Deuxième jour de l'European Cyber Week organisé par le pôle d'excellence cyber. Je suis Yasmine Douadi pour Risk Intel Media. Nous allons retrouver la conférence de presse de Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications. Vous le verrez, il a fait des annonces particulièrement importantes sur la feuille de route du gouvernement en matière de cybersécurité et notamment sur le plan d'investissement de 30 millions d'euros à destination des PME ETI en matière de cybersécurité. Bien, merci beaucoup d'être présent ce matin. Je suis très heureux d'être à Rennes pour cet événement important et qui est l'occasion pour moi de vous faire part des intentions du gouvernement s'agissant de la cybersécurité du quotidien dans les mois qui viennent et en particulier pour l'année 2023 en partant d'un constat qui est que la menace progresse. La menace cyber prend une ampleur considérable et qu'elle touche désormais toutes les dimensions de la vie économique et sociale de la nation. On a vu ces dernières semaines, presque chaque semaine, des attaques particulièrement spectaculaires. Il y en a eu une en Bretagne, à Guingamp, au mois de juillet, puis c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes, plus près de chez moi. C'est ensuite un certain nombre de conseils départementaux, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Alpes-Maritimes tout dernièrement, et puis des grandes collectivités, je pense à Caen ou à Chaville, là aussi, tout près de chez moi. Ces événements spectaculaires, ils sont étayés par les chiffres dont nous disposons et qui indiquent que quand on regarde les demandes d'assistance réalisées auprès de cybermalveillance en 2021, c'est 176 000 demandes d'assistance, soit 90% sont des particuliers qui demandent de l'assistance, c'est à peu près 500 par jour. Et ça n'est évidemment que la face émergée de l'iceberg, puisque comme vous le savez, sur le site de cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr, il y a 176 000 demandes d'assistance, mais il y a 2,5 millions de consultations. Et donc on a là évidemment une différence importante qui s'explique en partie par le fait que nos concitoyens, particuliers, entreprises, collectivités ne signalent pas encore systématiquement lorsqu'elles sont victimes d'une intrusion ou d'une attaque. S'agissant des entreprises, 1 sur 2 déclare avoir été la cible d'une attaque au moins en 2021. Et s'agissant des collectivités, c'est 1 sur 3. Et quand on regarde la typologie des attaques, on voit qu'elle progresse très fortement et qu'il convient évidemment d'y apporter une réponse. Et c'est ce que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a fait depuis 2017 en faisant de la cybersécurité une priorité, en lançant un certain nombre d'initiatives dans le cadre du plan de relance d'abord, avec les parcours de sécurisation déployés par l'ANSSI, et puis dans le cadre de France 2030 plus récemment, avec une stratégie d'accélération consacrée à la cyber qui va nous permettre de développer notre filière souveraine de cybersécurité. Il y a évidemment d'autres initiatives, puisqu'au moment même où nous parlons à l'Assemblée nationale est discutée la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui a déjà été adoptée en première lecture au Sénat, qui est portée par Gérald Darmanin et qui fait, comme vous le savez, une part belle à la question de la cybersécurité, avec un certain nombre de dispositifs et de crédits qui vont permettre de renforcer les moyens de nos forces sur ce sujet. Ce dont je voulais vous parler, c'est le périmètre d'action du ministère dont j'ai la responsabilité sous l'autorité de Bruno Le Maire et qui a la charge, s'agissant de cybersécurité, de la cybersécurité du quotidien que nous voulons garantir à nos concitoyens, aux entreprises et aux collectivités. Et donc c'est l'occasion de vous faire part de notre programme de travail. Cybersécurité du quotidien, je le disais, pour tous les publics, à commencer par les particuliers. Pour les particuliers, évidemment, il y a un élément qui est fondamental, c'est la prise de conscience générale de la nécessité d'adopter les gestes barrières en ligne, d'adopter une hygiène numérique qui est la première étape vers une protection et un évitement des attaques dont ils peuvent être la cible et dont ils sont la cible de plus en plus fréquemment. Mais nous voulons aller plus loin et en déployant
un filtre anti-arnaque, qui est un engagement présidentiel, un engagement de campagne, qui sera un dispositif facultatif, simple et gratuit, qui avertira les internautes qui sont en train de naviguer vers un site malveillant et qui filtrera donc préventivement des liens ou des adresses de sites internet préidentifiées comme étant vecteurs d'attaque, de hameçonnage, etc. Ce filtre anti-arnaque, c'est un gros travail technique qui est mené actuellement pour pouvoir aboutir à l'été 2023 à une version bêta, à l'horizon de la Coupe du monde de rugby, qui va ensuite être enrichi des usages pour être prêt, on l'espère, à être généralisé à l'été 2024, au moment des Jeux Olympiques. Je rappelle les chiffres des derniers Jeux Olympiques. 4 milliards de tentatives d'intrusion lors de la dernière édition. C'était 500 millions lors de la précédente. C'est donc un facteur 8 d'une édition à l'autre. Si on applique le facteur 8 à la dernière édition, on arrive à plus de 30 milliards de tentatives d'intrusion pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc autant dire qu'il est important d'être prêt. Le filtre anti-arnaque, il pourra être installé sur le navigateur de l'ordinateur, du smartphone, etc. Ça sera une protection en première approche pour nos concitoyens. Nous voulons aussi que nos concitoyens puissent voir leurs données protégées lorsqu'ils naviguent sur des sites qui ne sont pas des sites d'arnaque, qui sont des sites d'opérateurs privés ou publics, mais qui peuvent eux-mêmes être la cible de cyberattaques et donc qui peuvent à terme conduire à la publication d'un certain nombre de ces données. Et pour protéger les données des Français lorsqu'ils naviguent vers ce type de site, il y a 2 initiatives dont je souhaite vous faire part. La première a été lancée lundi, qui s'appelle Mon service sécurisé, qui est à destination des agents publics qui vont lancer un site internet ou une application, agents publics, collectivités. Je suis une collectivité, je lance une application de tourisme pour donner à voir aux touristes que je veux attirer sur mon territoire le patrimoine naturel, culturel du secteur. Je peux me connecter sur mon service sécurisé et grâce au travail de l'ANSSI, l'application va être testée et va être ensuite homologué comme étant un niveau de cybersécurisation suffisant. Et je peux donc ensuite, en toute tranquillité, déployer cette application de manière à ce que celles et ceux qui vont l'utiliser, qui vont venir déposer un certain nombre de données personnelles sur cette application, eh bien, soient rassurés quant à la sécurité de leurs données. Et puis de manière un peu plus générale, ensuite, nous allons déployer le fruit d'une initiative parlementaire qu'on appelle le Cyberscore. Le Cyberscore, son horizon, c'est la fin 2023 et il permettra aux internautes sur les sites internet les plus importants de comparer le degré de sécurisation de leurs données selon les sites. De la même manière que le Nutri-Score permet aux consommateurs de comparer les aliments qu'il va acheter au supermarché. Eh bien, le Cyberscore permettra de comparer le niveau de sécurisation des sites internet. Là aussi, l'objectif, c'est tout simplement que lorsqu'on est sur internet, qu'on va effectuer des paiements, qu'on va déposer des documents d'identité, eh bien qu'on puisse, par ce mécanisme de score, s'assurer qu'on est bien sur un site internet dont le niveau de sécurisation garantit que nos données ne vont pas être subtilisées, puis ensuite publiées ou utilisées à des fins malveillantes. Donc voilà pour les particuliers, le filtre anti-arnaque, puis ensuite un travail sur le niveau de sécurisation, le bon niveau de sécurisation des sites, que ce soit des sites d'entités publiques ou des sites d'opérateurs privés. J'en viens maintenant aux collectivités. En commençant par saluer le travail qu'a réalisé l'ANSSI depuis 2021 avec les parcours de sécurisation lancés dans le cadre du plan de relance. 950 établissements de santé, consulaires, collectivités ont bénéficié de ces parcours de sécurisation qui ont effectivement, même si on n'a pas encore suffisamment de recul pour le dire avec beaucoup de précision, mais qui ont effectivement porté leurs fruits. Quand on regarde les attaques qui se sont produites depuis quelques semaines, celles que je citais en introduction, l'essentiel, sinon l'intégralité des victimes de ces attaques
sont engagées ou ont réalisé des parcours de sécurisation avec l'ANSSI. Il y en a parmi ces collectivités qui ont terminé leur parcours de sécurisation. C'est le cas de la mairie de Caen, qui a pu en 5 minutes maîtriser les conséquences de l'attaque parce qu'elle s'était dotée d'un EDR conçu par une entreprise qui est présente aujourd'hui, Arfang Lab d'ailleurs, qui est un antivirus sophistiqué et synchronisé sur l'ensemble des équipements, ce qui a permis en gros de mettre à l'abri des données avant même qu'elles ne soient cryptées. Donc là, on voit très clairement le bénéfice de ces parcours de sécurisation. Là où, par exemple, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, dans lequel je me suis rendu avec le ministre de la Santé, était dans la première phase de ce parcours, c'est-à-dire la phase d'audit, et n'avait pas encore pris les mesures. Et là, évidemment, vous avez des conséquences absolument dramatiques de l'attaque sur le fonctionnement de l'hôpital. Pour les collectivités, et les plus grandes en particulier, nous allons, dans les mois qui viennent, et toujours grâce au travail de l'ANSSI, prolonger les parcours de sécurité les parcours de sécurisation pour 125 collectivités qui, malgré le parcours déjà réalisé, n'ont pas atteint un niveau de cybersécurité ou de sécurisation suffisant. Donc pour 125 de ces 950 déjà engagés, on va apporter un renfort à ce parcours de sécurisation. Et puis nous allons ouvrir 50 parcours de sécurisation supplémentaires pour 50 collectivités qui n'étaient pas ciblées dans la première vague. Cela va s'ajouter à une rallonge que nous avons déjà annoncée juste après l'attaque sur Corbeil-Essonnes, d'un doublement du nombre d'hôpitaux qui vont pouvoir bénéficier de ces parcours de sécurisation. Donc en gros, pour l'année qui vient, on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va renforcer pour les 125 collectivités qui avaient besoin d'un rappel, si l'on peut dire, et on va élargir à des collectivités et à des hôpitaux supplémentaires. Ça, c'est pour les grandes collectivités, puisque vous imaginez bien que ces 950, ce millier de grandes collectivités, établissements de santé consulaires, ce sont évidemment les plus importants qui sont ciblés et qui bénéficient de ces parcours. Restent ensuite les plus petites collectivités qui sont, elles aussi, la cible constante des attaques. Et pour elles, toujours grâce à Expertise et avec le soutien de l'ANSSI, nous allons développer, dans l'année qui vient, une plateforme de services mutualisés, sécurisés par abonnement, qui va leur donner accès à un nom de domaine sécurisé, à une messagerie sécurisée, et puis à terme, c'est l'objectif, à des capacités d'hébergement sécurisées. Je m'explique. Beaucoup de petites collectivités, de petites mairies notamment, se font attaquer parce qu'elles utilisent des noms de domaine ou des messageries qui sont très datées, qui ne sont même plus actualisés par les éditeurs pour la cybersécurité et qui sont donc des portes ouvertes à toutes les attaques. Grâce à ces outils clés en main, mutualisés, sécurisés, actualisés en permanence, elles n'auront qu'à aller chercher sur l'étagère leur nom de domaine, qui sera un peu standardisé, leur service de messagerie, leur capacité d'hébergement, et elles auront la garantie que leur niveau de sécurité est à l'état de l'art, sans avoir à se poser de questions. Est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que je me mette chez Wanadoo? Est-ce qu'il faut que je me mette, etc., etc. Donc ça, c'est une simplification considérable et un potentiel passage à l'échelle de la sécurité des plus petites collectivités. Donc les parcours de sécurisation renforcés, poursuivis, étendus pour les plus grandes, et un outil clé en main simple, mutualisé, sécurisé, sur abonnement pour les plus petites. Voilà pour les collectivités. Dernier chapitre après les particuliers et les collectivités, les entreprises. Pour les entreprises, la première mission qui est la nôtre, c'est évidemment de faire connaître les dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, qui fonctionnent bien et qui sont très précieux. Je pense évidemment à Cybermalveillance, qui est un outil formidable pour l'assistance et la remédiation dans des situations qui ne sont pas aussi complexes que celles qui vont remonter jusqu'à l'ANSSI. Je pense au dispositif de cyberalerte, qui, comme vous le savez, permet, lorsque une entreprise est attaquée, grâce au réseau des organisations patronales, de faire connaître à l'ensemble des entreprises de France
les caractéristiques de l'attaque pour pouvoir l'éviter et s'en prémunir. Et puis, la labellisation des experts cyber qui, sur les territoires, permettent aux entreprises, et en particulier aux plus petites, qui sont bien démunies quand elles sont attaquées, d'identifier ceux vers qui elles peuvent se tourner lorsqu'elles sont la victime d'une attaque. Ça, il faut que ces dispositifs-là soient de plus en plus connus parce qu'ils ne le sont pas encore suffisamment, alors même qu'ils apportent des réponses très utiles et très précieuses pour les entreprises quand elles sont victimes d'une telle attaque. Là aussi, on veut aller plus loin que l'existant. Et ce que nous allons mettre en place, une nouvelle fois grâce au travail de l'ANSSI, c'est un outil de diagnostic pour les entreprises, quelle que soit leur taille, un outil de diagnostic sur la fragilité. Des outils, il en existe évidemment, il en existe déjà, il en existe un certain nombre. On va essayer d'en développer un qui aura, si vous voulez, un label et qui sera identifiable et qui permettra aux entreprises d'identifier leur niveau de fragilité. Et c'est cette prise de conscience qui ensuite peut conduire à la mise en œuvre d'actions de sécurisation. Ça, c'est un élément très important, à mon sens, de la prise de conscience. Et puis ensuite, lorsqu'on a effectivement des entreprises qui vont constater qu'elles se trouvent dans un niveau de fragilité, on va ouvrir un dispositif, un bouclier cyber, pour celles qui sont, disons, pas assez grandes pour disposer d'équipes de services informatiques ou de moyens pour mettre en œuvre un niveau de sécurisation suffisant, mais qui sont suffisamment grandes pour que si elles étaient la cible d'une attaque, que ça ait des conséquences non seulement pour elles, mais aussi pour la chaîne de valeur dans laquelle elles sont insérées. Ce bouclier cyber, notre cible, c'est qu'il puisse bénéficier à 750 entreprises. Et donc vous avez compris de ce que j'ai pu dire, c'est que ces entreprises, même si nous ne les connaissons pas encore, puisqu'il faudra dans un premier temps qu'elles fassent leur diagnostic, leur autodiagnostic, ces 750 entreprises, ce seront des grandes PME ETI qui sont insérées dans des chaînes de valeur, de secteurs sensibles, et notamment de secteurs qui vont être concernés par la directive NIS 2, c'est-à-dire l'extension des obligations de cybersécurité. Et ça, c'est un point très important parce que vous le savez, les attaques, y compris les attaques sur les grands groupes qui peuvent avoir un effet très paralysant pour le pays, ne rentrent pas toujours par le grand groupe lui-même, mais rentrent parfois par la chaîne de valeur, par les sous-traitants, etc. Et donc, en gros, ce que nous voulons, c'est de faire en sorte de renforcer ces PME ou ces ETI d'une certaine taille qui peuvent, parce qu'elles sont, comme je le disais, un peu trop petites pour disposer d'experts cyber en interne, représenter un maillon faible et lors d'une attaque, contaminer leurs parties prenantes, clients ou fournisseurs. Voilà le spectre de ce que nous voulons couvrir pour, une nouvelle fois, garantir cette cybersécurité du quotidien, particulier, collectivité, entreprise. Qu'est-ce qu'il dit, Franck ? Ah oui, mais oui. Donc évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Et il faut bien évidemment trouver les moyens de cette politique. Donc je rappelle que l'engagement, ou en tout cas le président de la République, ce n'est pas un engagement, c'est une décision qui a été prise pour cette stratégie nationale pour la cyber de l'armée avec 1 milliard d'euros. Ce que je viens de vous annoncer aujourd'hui, c'est une enveloppe de 30 millions d'euros qui vient s'ajouter à l'enveloppe de 20 millions d'euros qui a été annoncée un peu plus tôt à la fin de l'été au moment de Corbeil-Essonnes qui ciblait principalement les hôpitaux. Mais donc nous avons là une enveloppe de 20 plus 30 égale 50 millions d'euros pour avancer sur ces sujets particuliers, collectivités, entreprises. Et j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier. Sans doute.
une solution d'hébergement. Vous travaillez en ce moment avec des éditeurs sur ces sujets ou c'est du pro domo? Donc sur le filtre, hein, sur le filtre et sur les ouais. Je pense qu'il y aura de toute façon, c'est un peu l'esprit dans lequel on avance, puisque je suis allé il n'y a pas très longtemps au campus cyber, où on voit bien, et je crois qu'on le voit ici aussi, à quel point les services travaillent en lien très étroit avec les éditeurs, avec les entreprises du secteur. Et donc, je ne sais pas vous dire aujourd'hui quelle sera la part réservée à des éditeurs dans un dispositif comme le filtre ou comme l'hébergement pour l'hébergement nom de domaine, messagerie pour les collectivités, mais j'imagine qu'ils prendront toute leur part. D'accord, merci. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin dans cette question, ou dans ma réponse, quand on fait les parcours de sécurisation, quand l'ANSSI déploie les parcours de sécurisation, comme je le disais tout à l'heure, s'agissant de la mairie de Caen, par exemple, puisque c'est l'exemple que j'ai cité, vous avez un EDR qui est acquis par la mairie de Caen et qui est un EDR développé par un éditeur, qui est Airform Lab. Donc vous avez là, à mesure qu'on apporte des solutions aux collectivités, entreprises, particuliers, évidemment, un soutien à la filière, mais je ne veux pas en faire trop, parce que le soutien à la filière, il est principalement ancré et inscrit dans France 2030, où là, vous avez des crédits très importants, à la fois pour l'innovation, mais aussi pour la formation, puisque c'est une part importante des crédits de la stratégie d'accélération. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour monsieur, Pascal Simon, Ouest France. Cette stratégie et le plan que vous venez de présenter, donc français, est-ce qu'il y a l'équivalent chez nos partenaires européens? Il y a à Paris aujourd'hui et demain des Gaia X, des rencontres autour de Gaia X, et tout concerne le cloud notamment, mais pas que. Mais sur ce que vous venez de décrire, notamment pour les entreprises, les particuliers, est-ce que nos partenaires européens font de même pour essayer d'avoir une résilience à l'échelle du continent, au moins Union européenne, et éviter que les attaques arrivent par des endroits que l'on ne peut pas, au niveau national, contrôler ou en tout cas assister? Merci. Merci pour cette question, ce qui va me permettre de vous livrer quelques éléments, mais peut-être que Guillaume Poupart pourra compléter. D'abord, dire que l'ANSSI est reconnu en Europe et au-delà pour son expertise et son savoir-faire. Il y a eu quelques jours après l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, une attaque sur le gouvernement du Monténégro, avec des ministères entiers qui ont fait la cible d'attaque. C'est l'ANSSI qui est venu prêter main forte au gouvernement du Monténégro à ce moment-là. Et ça, c'est très important, parce que non seulement on est évidemment très, très heureux, très fiers de disposer de ce savoir-faire, mais ça nous permet aussi d'être crédibles sur les questions de cybersécurité au niveau européen, y compris lorsqu'on discute de textes comme Nice 2, comme le Cyber Resilience Act, qui est un règlement en cours de discussion au niveau européen. Ensuite, peut-être je laisserai Guillaume compléter sur l'articulation entre les agences de sécurité qui se parlent beaucoup et en permanence, et non seulement sur la cybersécurité, mais sur d'autres sujets très importants pour nous, que sont le cloud. Sur les mesures évoquées là, j'en citerai une qui est celle du filtre anti-arnaque, dont on a des exemples, même si je ne dis pas qu'on fera exactement les choses comme eux, en Belgique et au Royaume-Uni. Voilà pour un exemple qu'on peut. Il nous arrive aussi de nous inspirer de ce que peuvent déployer nos voisins. Et puis peut-être, dernier point, en réponse à votre question, évoquer que sur les entreprises, ce que nous déployons va venir s'articuler aussi avec un certain nombre de dispositifs mis en place par les collectivités, en particulier les régions.
Il ne s'agit pas une nouvelle fois de doublonner ou de faire à la place d'eux, mais bien de s'articuler avec les régions qui jouent un rôle d'animation économique très important, les EPCI également, et qui ont, et c'est le cas en Bretagne, on en discutait avec les élus à l'instant, un certain nombre de projets en cours de déploiement, de campus cyber, de CECIRT, etc. Et donc ce dispositif à l'attention des entreprises, on ne va pas le décréter depuis Bercy, mais on va le faire en articulation avec les dispositifs existants. Mais sur les questions européennes, je ne sais pas si Guillaume... Non, c'est exactement ça. Une source d'inspiration, c'est clairement le Royaume-Uni. Ils sont très agiles et de longue date, ils nous parlent de cyberdéfense automatisée, ce qui ne veut pas dire grand-chose dit comme ça, mais fondamentalement, c'est une suite de services. Et typiquement, le filtre anti-arnaque est déjà en cours d'implémentation chez eux dans un périmètre plus réduit, mais ça nous inspire beaucoup. Et puis toutes les démarches autour des parcours de sécurité, d'accompagnement très pragmatique finalement pour aider les victimes potentielles à élever leur niveau, ça je pense que c'est très français. Et au contraire, ça a un côté, ça se diffuse au niveau européen parce que, comme disait le ministre, on parle beaucoup avec nos partenaires. Il y a une vraie coopération aujourd'hui qui est en place, pas uniquement au niveau réglementaire, mais également en termes de construction d'une solidarité européenne, au sens même très large. On l'a vu avec le Monténégro. Et donc la France a un rôle, alors en toute modestie, mais a quand même un rôle de leader aujourd'hui pour porter ces questions cyber et faire en sorte que quand on a un partenaire qui se fait attaquer, fondamentalement, on n'est pas directement touché, mais on a des impacts indirects qui arrivent très très vite. Donc cette solidarité européenne, c'est aujourd'hui vraiment une priorité pour nous. Voilà, j'osais pas le dire, mais maintenant j'oserais. La France est leader en Europe sur la cybersécurité. C'est dit. Et c'est Guillaume Poupard, donc c'est certifié. Je vais me permettre de rajouter une question qui a été posée à distance. Qu'en est-il des cyberpatrouilleurs ou cyberbrigades annoncés pendant la campagne présidentielle? Est-ce toujours d'actualité ou cela a-t-il été remplacé par les filtres anti-arnaque? Ah non, ce n'est pas remplacé et c'est en cours de discussion dans le cadre de la loi de programmation et d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Vous avez effectivement 1500 cyberpatrouilleurs qui sont budgétés dans cette loi de programmation et qui vont être recrutés au fil de l'eau. L'objectif est bien d'en avoir 1500 à l'horizon 2027. Donc c'est en cours et c'est discuté cet après-midi même à l'Assemblée nationale. Merci. Une autre question ? Bonjour, Bogdan Bonnard, je travaille pour Numérama. J'aurais deux questions. Une, parce que j'ai l'impression que vous vous préparez beaucoup pour les événements sportifs. Est-ce que vous travaillez déjà sur des mesures de protection pour des possibles applications? Parce que vous avez parlé des 4 milliards d'intrusions, ne serait-ce que pour la Coupe du Monde ou les JO. Et deuxièmement, est-ce que tout ce qui est filtre anti-arnaque, ça passe pas aussi par un dialogue avec les réseaux sociaux? Parce que si je ne me trompe pas, vous avez aussi pointé, par exemple, sur Twitter, ne serait-ce que le rachat par Elon Musk a entraîné une vague d'arnaques. Est-ce que finalement, prévenir par un site, c'est bien, mais prévenir par les réseaux sociaux, c'est pas mieux aussi? Alors, sur le premier point, quand je cite la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques, c'est parce qu'on s'est donné un peu des jalons pour le déploiement du filtre anti-arnaque. Filtre anti-arnaque, il faut savoir que c'est un enjeu qui est techniquement exigeant, puisqu'il faut d'une part que la solution fonctionne, il faut qu'elle soit facile d'utilisation, il ne faut pas non plus que ce puisse être, ou que ce soit, si l'on peut dire, un carcan trop important, puisqu'on garde quand même une vision de l'Internet le plus ouvert possible. Et donc, simplement, on aura des test matchs, si on peut dire, avec ces deux événements, puisqu'il y aura beaucoup d'activités. Et donc, quand il y a beaucoup d'activités, il y a potentiellement beaucoup de tentatives d'arnaque dans ces moments-là. Et donc, ce sera l'épreuve du feu pour ce filtre anti-arnaque. Ceci étant dit, évidemment, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, travaille d'arrache-pied pour assurer plus généralement la sécurité des JO. Mais oui, la sécurité des JO, c'est aussi la cybersécurité. Et comme vous le savez, on a de très belles entreprises françaises qui vont animer
tout l'écosystème. Je pense à Orange, je pense à Atos, mais il y en a d'autres évidemment, qui vont animer l'écosystème pour faire en sorte que les solutions soient les plus abouties possibles pendant cette période-là qui va être assez intense. Ensuite, sur l'autre sujet, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est les influenceurs que vous aviez en tête ou si c'est la modération. Ouais. Oui, alors sur ces sujets qui sont un peu distincts, si l'on peut dire, de la cybersécurité, même si tout ça, c'est évidemment la sécurité dans l'espace numérique, et c'est un sujet qui tient à cœur du président de la République et de la Première ministre et auquel on veille dans toutes ses dimensions. On regarde avec beaucoup d'attention et de vigilance ce qui se passe du côté de Twitter en ce moment, sachant, comme vous le savez, qu'on a désormais un cadre européen qui est une vraie révolution, puisqu'il crée, si l'on peut dire, un statut tiers pour les éditeurs de réseaux sociaux de places de marché, qui jusqu'à présent étaient considérés plutôt comme des hébergeurs et qui n'est donc pas tenu responsable des messages ou des produits qui transitaient par leur plateforme. Désormais, le niveau de responsabilité auquel ils sont tenus s'élève très considérablement. C'est la raison pour laquelle Thierry Breton, lorsque le rachat de Twitter a été annoncé, a immédiatement dit on fait ce qu'on veut, mais en Europe désormais nous avons DSA. Donc DSA, les Français n'en ont pas encore beaucoup entendu parler, mais ils vont découvrir progressivement que ça va changer très considérablement la manière dont nous vivons, dont nous débattons, nous échangeons dans l'espace numérique, et en particulier les plateformes, les éditeurs de réseaux sociaux vont être tenus à un niveau de responsabilité élevé vis-à-vis des messages qui transitent sur leur plateforme, avec des obligations de modération, des audits d'algorithmes, des interdictions de publicité ciblée sur les mineurs qui vont entrer en vigueur dans les prochains mois. C'est bien que si Twitter ne trouvait pas, puisqu'on a l'impression d'assister à une forme de tâtonnement aujourd'hui, ne trouvait pas les moyens de garantir un niveau de modération suffisamment élevé, il s'exposerait à des amendes très considérables allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, en tout cas pour ses activités en Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre intervention.